Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Quel avenir pour le grand débat? Le flou entoure toujours les modalités pratiques de mise en œuvre de cette consultation inédite, alors que le coup d'envoi doit être donné la semaine prochaine par Emmanuel Macron en Normandie. Élément de réponse dans cette édition. Le départ de Chantal Joanneau de la présidence de la Commission nationale du débat public jette également le trouble. L'ancienne ministre n'a pas résisté à la polémique sur son salaire. En 2015, vous allez le voir, un rapport du Sénat épinglait déjà le fonctionnement de ces autorités administratives indépendantes. Et il faudra attendre la fin du débat le 15 mars pour voir l'examen de certaines réformes par le Parlement. Plusieurs textes importants sont reportés. Alors quel calendrier parlementaire pour le Sénat? On en parle avec notre invité Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir et commenter cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera à salle des conférences Alexandre Poussard pour les réactions des sénateurs à l'actualité aujourd'hui. C'est un départ qui a surpris et qu'Édouard Philippe dit regretter, celui de Chantal Joanneau. Elle a annoncé hier qu'elle jetait l'éponge. Elle n'assurera pas sa mission de pilotage du grand débat. Une consultation promise pourtant par Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes, mais qui semble désormais mal partie. Quentin Calmy. Plus que 6 jours avant le début du grand débat. Un délai très court pour organiser cette grande consultation. L'exécutif était donc réuni en séminaire après le Conseil des ministres pour peaufiner la stratégie autour de ces échanges organisés en région. Un grand débat auquel le Premier ministre dit continuer à croire. C'est des réunions d'initiatives locales, c'est des stands mobiles qui seront mis à la disposition de ceux qui veulent participer à l'organisation du débat. C'est aussi une plateforme numérique, bien entendu. Ça, c'est plutôt classique. C'est aussi, et j'aurai l'occasion d'expliquer dans le détail comment tout cela fonctionnera, des conférences citoyennes régionales qui permettront à une centaine de Français tirés au sort dans chaque région, à la fin du processus du débat, de pouvoir donner leur avis. Une pluralité de formats dans cette consultation afin que le plus grand nombre de Français puissent s'approprier ce débat, selon Édouard Philippe. Mais l'exécutif entend bien conserver les 4 thèmes évoqués depuis le mois de décembre. En premier, la question de l'accompagnement des Français pour se loger, se déplacer, se chauffer, ainsi que les solutions pour rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive. Autre thème, comment faire évoluer la pratique de la démocratie. Et enfin, la question d'un État et des services publics plus proches des Français et plus efficaces. Mais pour le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, hors de question de revenir avec ce grand débat sur les avancées sociétales des dernières décennies. Que ce soit l'IVG, la peine de mort, le mariage pour tous, ne sont pas sur la table. Et il n'est pas question de défaire par un grand débat national des avancées en droit qui ont été conquises de haute lutte ces 15, 20 ou 30 dernières années. Le gouvernement qui doit encore consulter les représentants des associations d'élus locaux lundi avant une dernière série d'annonces et le lancement officiel du débat mardi prochain. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences pour une réaction avec votre premier invité aujourd'hui, Alexandre. Il s'agit de Gérard Longuet. Oui, Gérard Longuet, nous sommes à 6 jours de ce grand débat national et alors que Chantal Joanneau, qui le pilotait, a démissionné, finalement ce grand débat, il est mal parti. Il est mal parti surtout parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Je veux dire par là qu'il est toujours nécessaire, enrichissant, prometteur de débattre, d'échanger. Il y a quand même 2 conditions. Premièrement, il faut avoir des interlocuteurs et là très clairement, ceux qui font le plus de bruit n'ont pas envie de parler. Et d'autre part, il faut une décision qui en découle, parce que débattre pour débattre, ça fait la joie des étudiants dans les arrière-salles de café, mais c'est pas du tout ce qu'on attend de responsables politiques. On débat pour prendre des décisions. Et là, on ne voit pas du tout à quel moment des décisions pourraient être prises. Donc, très honnêtement, parfait. Les salles de communes vont se remplir de gens qui ont envie d'échanger. Ça va être un happening, une extraordinaire multiplication d'initiatives. Il faudrait mettre un petit peu d'ordre parce que la France est dans une situation de compétition internationale. Il y a des décisions à prendre. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, est-ce qu'on réforme ou non les retraites? Donc, selon vous, l'action de l'exécutif est un peu paralysée par ce grand débat ?
L'exécutif, il a une mission, c'est de mettre en œuvre un programme. Il se trouve que ce programme est relativement clair. J'évoquais les régimes de retraite, on parle de la réforme de l'État et de la diminution de son déficit. C'est sur ce terrain que nous attendons l'exécutif. Jouer les gentils organisateurs d'un vaste club méditerranéen intellectuel réparti dans les 36 000 communes, c'est pas ce qu'on attend de lui. Il y a d'ailleurs un lieu pour débattre, ça s'appelle le Parlement. Il y a des femmes et des hommes, députés et sénateurs qui ont été élus pour cela. Et je constate qu'à présent, ils n'ont aucune marge de manœuvre, en tous les cas à l'Assemblée nationale. Et ce que nous faisons ici au Sénat n'est pas pris en considération par le gouvernement. Alors pourquoi des discussions de salles de mairie seraient plus prises en considération? Et vous parliez de ceux qui font beaucoup de bruit et qui au final n'ont pas envie de parler. Il n'y a pas en France une majorité de citoyens silencieux qui ont envie de s'exprimer, d'être écoutés? En fait, la réflexion elle est constitutionnelle et je crois que la tragédie, elle remonte à 2002 lorsque l'on a aligné les deux mandats, législatifs et présidentiels. On débat un petit peu à l'occasion de la présidentielle, mais on parle surtout des personnes. On ne débat plus en préparant les législatives. Moi, j'ai connu des législatives à enjeu, programme commun par exemple, libéralisation de la société, au contraire. Pendant des mois, on échangeait et il y avait des interlocuteurs. Aujourd'hui, on n'échange plus. Le président empoche son mandat, emporte la majorité législative et les députés se taisent pendant 5 ans. C'est cette absence de débat qui est un vrai problème de la démocratie française. Une question sur un autre sujet, le ralliement de votre ancien collègue aux Républicains Thierry Mariani à une liste aux européennes du Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Dans un paquebot en difficulté, tout le monde prend sa chaloupe, en tous les cas ceux qui sont inquiets. Alors il y a ceux qui prennent la chaloupe du gouvernement, c'est plus confortable, et il y a celui qui prend la chaloupe de la liste européenne, sans doute parce qu'il n'avait pas de place ailleurs. Et vous ne prendrez pas la chaloupe? Non. D'accord. Très bien. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre Poursard pour cette première réaction. Et vous venez d'en parler, le renoncement de Chantal Joanneau jette une lumière crue sur 3 lettres AAI pour Autorité Administrative Indépendante, dont fait d'ailleurs partie la Commission nationale du débat public. En 2015, un rapport du Sénat alertait déjà sur la prolifération et l'opacité de ces organismes. Jérôme Rabier. Certaines sont connues du grand public et reconnues pour leur rôle de régulation, comme le CSA, la CNIL ou l'autorité des marchés financiers. D'autres en revanche sont plus confidentielles, comme le HCRS, au Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le ménage a commencé à être fait dans ces autorités administratives indépendantes, ou AAI, notamment grâce au Sénat, qui a mené une commission d'enquête en 2015 sur l'opacité de certaines d'entre elles. En 2017, une loi a été votée, faisant passer leur nombre de 42 à 28 et leur imposant certaines dispositions. Comme leur nom l'indique, elles sont en principe indépendantes, du pouvoir politique notamment, ce qui permet par exemple au défenseur des droits Jacques Toubon d'être très critique sur le maintien de l'ordre dans les manifestations. Toutes ces AAI relèvent tout de même du Conseil d'État, juge suprême de l'administration, devant lequel des recours peuvent être exercés. Ces dernières années, la nomination de certains hommes politiques à la tête de ces autorités administratives a tout de même fait débat. Mais le chemin inverse est également vrai. Agnès Buzyn, après un parcours de médecin, a pris en 2016 la présidence de la Haute Autorité de Santé, avant de commencer une carrière politique en étant nommée ministre de la Santé par Emmanuel Macron. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam, journaliste à Public Sénat, spécialiste des questions parlementaires. Vous avez cherché à savoir aujourd'hui si la rémunération de Chantal Joanneau était finalement excessive. Bien déjà, ce que l'on peut dire, c'est que la rémunération de Chantal Joanneau, elle est dans la moyenne haute, mais la moyenne des 26 présidents d'autorités administratives indépendantes dont vient de parler Jérôme Rabier. Alors, avec 14 710 € bruts par mois, Chantal Joanneau est moins payée que le président de l'autorité des marchés financiers, qui à 20 000 € par mois occupe la tête du classement. Chantal Joanneau est juste derrière le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui gagne lui près de 16 000 € par mois. Après Chantal Joanneau, on trouve le président de la DOPI, 14 000 € par mois. Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le plus faiblement rémunéré, est à 2 000 € bruts par mois. Enfin, le président du CCNE, le comité consultatif national d'éthique, lui ferme le banc puisqu'il est carrément bénévole. Donc Chantal Joanneau, je vous le disais, elle est dans la moyenne. Est-ce que cette grille de rémunération est justifiée, Tam ? Écoutez, ça c'est un très vaste débat auquel il est difficile de répondre. On peut discuter d'ailleurs
toutes les rémunérations de la haute fonction publique, leur niveau, mais aussi leur niveau de transparence. D'ailleurs, des parlementaires ont planché sur la question, ils ont travaillé sur la haute fonction publique. Une commission d'enquête du Sénat s'était d'ailleurs émue d'avoir très difficilement accès aux rémunérations des hauts fonctionnaires, ce qui nourrit, je les cite, fantasmes et révélations. D'évidence, ils ont eu raison. Alors là, on parle des salaires, mais ils sont tous publics. Oui, déjà, on peut au moins admettre ça, c'est une bonne chose. Et on peut d'ailleurs s'interroger quand on voit toute cette grille de salaire sur les disparités. Ça s'explique par le fait que certains exercent leurs fonctions à plein temps, d'autres à temps partiel, enfin d'autres sont déjà à la retraite. Si certains sont choqués par le niveau de salaire, moi je trouve aussi étonnant que certains soient bénévoles, qu'une fonction comme président du CCNE, le comité d'éthique qui a organisé l'année dernière tout le grand débat sur la bioéthique, eh bien cette fonction, ça correspond à 0 €. Et puis également, il faut comparer les rémunérations à celles du secteur où ils exercent. Le gendarme, par exemple, des marchés financiers, qui est à la tête du classement, il a des interlocuteurs qui brassent des milliards d'euros. Et par exemple, si on le compare à son homologue québécois, eh bien, il est beaucoup moins payé. Est-ce que la fonction de Chantal Joanneau justifie alors sa rémunération ? Alors jusque-là, eh bien, c'était des conseillers d'État ou encore des préfets qui étaient à la tête de la fameuse Commission nationale du débat public. Et donc ce salaire, il correspondait à une rémunération de hauts fonctionnaires plutôt en fin de carrière. On peut aussi dire que c'est une commission qui travaille et qui travaille de plus en plus. La nécessité du débat public, elle est grandissante. Par exemple, après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, la CNDP organise aujourd'hui la concertation autour du réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, la concertation aussi sur le plan de gestion des déchets radioactifs, ou encore elle a organisé un débat autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ce n'est pas une fonction fantôme, même s'il est difficile de réellement juger le bilan de Chantal Joanneau, qui est là depuis moins d'1 an. Enfin, je rappelle que Chantal Joanneau, outre son expérience politique, est énarque et que, quoi qu'il en soit, elle pouvait arriver à ce type de rémunération à son âge et à son niveau de carrière. Et pour terminer, j'ajoute que pour en savoir plus, il faut aller voir le site de publicsénat.fr et l'excellent article de Guillaume Jacot. Merci à vous, Tam, pour toutes ces explications. Et une des conséquences de l'organisation de ces débats, c'est le report de plusieurs réformes au Parlement. Le gouvernement préfère attendre la fin des consultations, le 15 mars, pour examiner certains textes. La loi mobilité est ainsi reportée d'1 mois. Sandra Cerquera. Le gouvernement s'est toujours dit bien décidé à maintenir le cap des réformes. Sauf que le grand débat national vient quelque peu bousculer le calendrier. À commencer par la réforme institutionnelle, repoussée après les résultats de cette consultation. Nous avons considéré qu'il n'y avait pas de sens à discuter au Parlement de cette réforme institutionnelle avant que les Français se soient exprimés au moment du débat et avant que nous ayons pu prendre en compte ce qu'ils diront, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, s'agissant du fonctionnement des institutions et de la démocratie dans notre pays. Autre report, celui de la réforme sur l'organisation territoriale qui vise à clarifier les compétences des métropoles et des départements. L'examen du projet de loi mobilité, initialement prévu en mars, aura lieu lui aussi après le grand débat. Nous avons également, en bonne intelligence avec le président du Sénat, reporté d'1 mois l'examen de la loi d'orientation sur les mobilités, qui, elle, avait fait l'objet d'une très grande concertation, mais qui nous a semblé plus juste et plus légitime de reporter. Difficile dans ce contexte d'imaginer comment la réforme de l'assurance chômage, de la fonction publique pourront être adoptées d'ici l'été comme prévu, sans compter celle de la réforme des retraites, dont l'examen est prévu à la fin de l'année, un sujet explosif que beaucoup au sein de la majorité veulent reporter à 2020. Et on continue les réactions en direct avec vous, Alexandre Poussard, avec le président du groupe centriste au Sénat, le sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille. Oui, Hervé Marseille et votre ancienne collègue centriste au Sénat, Chantal Joanneau, a quitté le pilotage de ce grand débat national. Quelle est votre réaction ? Je regrette parce que c'est une femme de qualité. Elle a effectivement siégé ici sur les bancs à nos côtés et je pense qu'à la tête de la commission du débat public, elle pouvait apporter son expérience et puis l'impartialité de la commission. Donc vous ne comprenez pas les critiques concernant sa rémunération. Je rappelle qu'elle touchait plus de 14 000 € bruts par mois. Oui, c'est bien sûr. Je comprends que ça puisse interpeller un certain nombre de gens qui considèrent que c'est excessif. Enfin, c'est une femme qui est haut fonctionnaire, qui appartient au corps préfectoral. Les autorités indépendantes ont des responsables qui sont rémunérés sur les mêmes critères. Alors, on peut rediscuter de tout ça, mais si chaque fois maintenant qu'on a affaire à un responsable, il faut lui demander sa déclaration de patrimoine, je pense que ce n'est pas au niveau des préoccupations de nos concitoyens et puis des intérêts du pays. Alors c'est un sujet, on peut parler de la rémunération des hauts fonctionnaires, mais en la circonstance, je pense que c'est un peu excessif. Et justement, sur les hauts fonctionnaires, est-ce que vous êtes pour une diminution de leur rémunération ?
Mais d'abord, il faut de la transparence pour les hauts fonctionnaires comme pour n'importe qui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui, vraisemblablement, ont des traitements importants. Il est important de les connaître. Ce sont des agents de l'État, ils sont au service du public. Donc, un peu de transparence ne nuirait pas. Je me souviens de l'époque où mon collègue Jean Arthuis allait au ministère des Finances pour connaître les plus hauts salaires du ministère. Il ne les a jamais eus. C'est vrai qu'il y a un problème de transparence. Maintenant, on ne va pas tomber non plus tous les matins dans l'évocation du salaire des uns et des autres. Je pense que ce n'est pas au niveau du débat. Alors, que pensez-vous du flou qui règne un peu sur l'organisation, les modalités de ce grand débat national ? Vous parlez de flou, vous êtes bienveillant. Je dirais que c'est plutôt le bins ou le bazar, sans employer de mots plus excessifs. On ne sait pas très bien comment tout ça va s'organiser. Des textes ont été reculés, ici, au Sénat en particulier. On nous a dit qu'il va y avoir un débat, donc attendons la fin du débat pour connaître les conclusions, et puis ça permettra d'enrichir les textes à la lumière de ce qui aura été discuté. Je pense qu'il y a le feu au lac parce que normalement tout ça aurait dû déjà être engagé et je n'entrevois pas les conditions dans lesquelles tout ça va s'organiser. Et alors justement, dans ce débat, vous avez défendu dans l'hémicycle du Sénat l'idée d'une contribution des plus aisés pour financer les PME, une contribution des plus riches. Elle est nécessaire dans ce débat national ? Il faut rediscuter de la fiscalité en général. C'est un sujet qui n'est pas, à mon avis, celui du débat national. Il n'y a aucun pays où on discute de la fiscalité dans ces conditions-là. Ou alors, on a vu les atermoiements sur la taxe d'habitation. On paye pas, 80% de la population, 20%, pourquoi pas pile ou face pendant qu'on y est. Je veux dire, tout ça n'est pas sérieux. Ce pays, il a besoin d'ordre maintenant. Il a besoin de revenir à quelque chose de plus républicain. Il faut aussi du dialogue. On peut discuter fiscalité. Le Parlement est là pour ça. Le gouvernement est là pour donner la direction. Il a été élu pour ça. Donc si le gouvernement ne gouverne pas, on se demande pourquoi il y a des élections. C'est pas sur les ronds-points qu'on va discuter de la fiscalité de la France. Et justement, vous parliez des réformes retardées. En tant que président de groupe au Sénat, vous avez beaucoup travaillé sur la réforme des institutions. Oui. Elle est suspendue à ce grand débat national. Est-ce qu'elle est un peu tombée à l'eau ? Je n'en sais strictement rien puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Ça devait être rediscuté à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas le Sénat, on a toujours dit le Sénat bloque. C'est à l'Assemblée que ça a bloqué à cause de l'affaire Benalla pendant l'été. Ça devait reprendre en début d'année. Les Gilets jaunes ont interrompu la procédure, si je puis dire. Aujourd'hui, on nous parle de référendum. Là encore, c'est le bazar. On ne sait pas où on va. Et il faut qu'enfin, le président et le gouvernement nous donnent la direction. Très bien. Merci Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Alors le grand débat est-il mal parti après le départ de Chantal Joanneau? Les conditions sont-elles réunies pour cette consultation? Et surtout, que faut-il en attendre? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans notre débat tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Éliane Assassi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Alain Richard est également sur ce plateau. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes sénateur La République En Marche du Val d'Oise, ancien ministre. Jean-Raymond Higonnet est également avec nous. Bonsoir, sénateur LR de l'Essonne. Et puis j'accueille Vincent Delahaye. Bonsoir, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne également. Première question pour vous, Éliane Assassi, puisqu'on voit le départ un peu précipité, en tous les cas surprise de Chantal Joanneau. Est-ce que ça fragilise la tenue de ce grand débat? Au contraire, est-ce que ça clarifie les choses? Ça va enfin permettre d'avancer? Écoutez, je crois qu'au regard de la situation, on n'attendait pas le départ de Chantal Joanneau pour considérer que les choses allaient bien s'embringuer, comme on dit populairement. Donc ça ne change rien. On sait très bien que Chantal Joanneau avait émis des réserves bien avant la décision qu'elle a prise, émis des réserves sur la tenue de ce débat, notamment sur les contenus et la finalité que pourrait avoir ce débat. Donc moi, ça ne me surprend pas. De plus, on connaît Chantal Joanneau et sa rigueur, puisqu'elle a été sénatrice, et qu'elle n'a pas pu jusqu'au bout dire les choses telles qu'elle les pensait sur ce débat, et donc elle a pris cette porte de sortie. Voilà, il faut en prendre acte, et pour ma part, je ne le commenterai pas plus. Alain Richard, est-ce que les conditions sont désormais réunies pour lancer ce grand débat? On sait qu'Emmanuel Macron veut en faire un outil de reconquête de l'opinion. Il me semble
que les gens qui souhaitent s'exprimer auront la possibilité de le faire. Depuis le début, il est programmé que les communes, qui sont l'espace normal, spontané de la démocratie, peuvent s'offrir comme cadre de l'expression des gens. Il y a eu l'expression de cahier de doléances, qui est un peu imagée, mais qui exprime, au fond, la possibilité, l'opportunité qu'on donne aux citoyens d'exprimer leurs attentes, leurs mécontentements, leurs critiques, quelques propositions. Donc, toute cette mousse autour d'une phase purement procédure de débat, je dois dire, en plus à titre personnel, que je ne considérais pas le fait de passer par la Commission nationale du débat public comme une bonne idée. Au moment même où nous proposons dans la réforme de la Constitution que le Conseil économique et social devienne la chambre de la société civile, je connais bien la CNDP. Ça aurait été au CESE d'organiser ce débat selon Je vous? connais bien la CNDP pour l'avoir pratiquée dans diverses fonctions et j'estime très fortement son travail d'élucidation et d'écoute sur les sujets locaux de grands projets, posant problème, etc. Pour un débat purement politique, je trouvais que c'était une idée qui n'était pas la meilleure. Et la façon, je me détache de ce point de vue-là d'Éliane Assassi, la façon dont Mme Joanneau pensait pouvoir dire « je considère que le débat s'arrête à tel endroit », ne paraissait pas adapté à la situation. Donc on va simplement pouvoir parler du fond. Alors, les oppositions font leur travail en disant « mais la méthode ne nous convient pas, et d'ailleurs il aurait fallu faire comme ci ou comme ça ». Le mieux, c'est que les gens puissent parler. Jean-Raymond Hugonet, est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous y croyez? C'est ce qu'a dit Édouard Philippe tout à l'heure. À l'issue du séminaire gouvernemental, nous y croyons dans ce débat. Je pense qu'il faut être sérieux au bout d'un moment. Est-ce qu'on se rend compte, enfin, dans notre pays, dans quel état nous sommes? Avec un gouvernement qui a perdu la main, un chef de l'État qui ne contrôle plus rien, et on nous invente encore une espèce de consultation dont les Gilets jaunes savent très bien, ils n'y participeront peu ou pas, peu importe, ils savent très bien que dans ce genre d'exercice, ils vont être digérés par des gens, des technocrates dont c'est le métier, dont on va encore inventer un comité Théodule qui va coûter beaucoup d'argent. Sur le fond, on s'aperçoit de certaines choses aussi au hasard de cet exercice. Le problème n'est pas là. Nous, élus locaux, encore une fois, quand on nous laissait, je le redis à chaque fois, quand on nous laissait être encore maire, quand on est sénateur à cette époque-là, un maire, il sait très bien que la consultation, il la pratique au quotidien. Donc c'est totalement inutile, c'est un machin de plus et on se rapproche. Il y a un livre qui est à regarder en ce moment, c'est « Replongez-vous dans les albums des Shadocks ». Je vous garantis que nous sommes réduits à ça aujourd'hui en France. Vincent Delahaye, est-ce que vous partagez cette analyse de Jean-Raymond Hugonet? Ça ne sert à rien, ça ne répond pas à ce mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, ça a été rappelé, certains n'y participeront pas à cette grande consultation. Moi, je suis d'abord surpris du départ de Chantal Joanneau parce que on lance un grand débat sur lequel je vais revenir, mais on met un pilote et ce pilote s'arrête très vite. Donc c'est encore un couac supplémentaire, je dirais, que depuis l'été dernier, on les accumule quand même. Et le gouvernement et le président de la République les ont accumulés. Un grand débat comme ça, moi je pense que ça ne sert à rien. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de concerter, ce n'est pas la bonne façon de consulter les Français. Au niveau local, Jean-Raymond vient de le dire, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude, et on a l'habitude, les maires ont l'habitude de consulter leur population sur tout type de projet, et on sait très bien faire. J'ai aussi eu la Commission nationale du débat public sur ma ville. Je peux vous dire que... Vous avez été maire de Massy? Oui, de maire de Massy, c'est très lourd. C'est très lourd et je ne pense pas que les fonctionnaires soient mieux placés que les élus pour mener ce type de débat. Je ne pense pas qu'ils soient forcément plus objectifs et on est tout à fait capable de travailler avec la population, en lien avec elle, on est leurs représentants, donc ça me paraît naturel qu'on soit en première ligne. Je pense que pour la concertation, si on veut faire une bonne concertation, il faut mettre sur la table un projet, des propositions et là-dessus que tous ceux qui sont intéressés puissent s'exprimer et qu'ensuite on en fasse la synthèse et qu'on dise, voilà, on retient ça, on retient pas ça pour telle ou telle raison, mais
tel que c'est parti là, on est parti dans tous les sens. Alors, on sait pas encore, on n'a pas encore la feuille de route, mais on a l'impression qu'on va... déjà, on va en parler justement. On a l'impression qu'on va aborder tous les thèmes, que ce soit les institutions, la fiscalité... Alors, il y a 4 grands thèmes qui ont été retenus, la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État, puis aussi les questions qui concernent la citoyenneté et la démocratie. Il y a néanmoins certains thèmes qui ne seront pas abordés, notamment les textes qui sont déjà votés, qui sont en vigueur. Eliane Assassi, ça a été rappelé, notamment par exemple sur cette question du mariage pour tous. Oui, moi je ne suis pas favorable à ce que l'on touche aux textes qui ont déjà été adoptés. Ça, c'est la position du gouvernement. Oui, mais c'est aussi la mienne. Je ne souhaite pas qu'on touche à la peine de mort, au mariage pour tous, etc., à l'IVG, etc. Moi, je pense que je suis favorable à ce qu'il y ait un grand débat populaire dans notre pays, parce que j'entends bien, et je suis d'accord sur le fait que les maires font beaucoup en la manière, consultent beaucoup les populations sur leur territoire, mais quand même, les Gilets jaunes ont porté 2 exigences, la démocratie et le pouvoir d'achat. Ils ont le sentiment de ne plus être représentés d'une part, et que leur parole ne compte pas. Que personne ne veut partager le pouvoir avec eux. Parce que c'est bien ça la question. À quel moment, sur des projets structurants, là, ils vont avoir l'occasion de prendre la parole, visiblement, ils ne veulent pour pas leur vie, mais pas tous. Vous savez très bien que les Gilets jaunes, c'est pas un corpus homogène. Donc vous avez de tout chez les Gilets jaunes. Mais je crois qu'il faut d'abord entendre leurs premières exigences, je le répète, la démocratie et le pouvoir d'achat. Et ces 2 questions doivent être au cœur du débat national. Parce que quand même, ça fait au moins 3 présidents de la République qui sont élus dans notre pays par défaut, qui prennent des mesures, quand on connaît en plus les prérogatives que sont celles d'un président de la République, qui prennent des mesures tout seuls, dans leur château, à l'Élysée, avec une majorité en plus qui est élue, puisque les élections législatives suivent maintenant la présidentielle. Donc certains disent une majorité Playmobil, moi je ne dirais pas ça parce que je respecte les parlementaires, mais qui votent comme un seul homme, ce que le président de la République, qui était alors candidat, s'était engagé à faire s'il était élu. Et on ne demande plus la parole aux gens, on ne demande plus l'avis des gens. Donc les maires en font beaucoup, je suis d'accord. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un grand débat national. Et moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut l'investir, ce débat national, en tant que citoyenne et citoyen. Mais il faut faire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les contours du débat sont importants. Parce que sans ça, on ouvre une boîte de Pandore et on risque d'avoir des débats sur des sujets auxquels moi, je ne souhaite pas que l'on touche. Alain Richard, quels sont les thèmes qui doivent être retenus? J'apprécie beaucoup le propos d'Eliane Assassi, parce que je partage tout à fait cette idée qu'il est utile, même en cours de mandat, même avec une majorité qui a été investie dans les urnes, de reconsulter les citoyens lorsqu'il y a, disons-le, une crise démocratique, une contestation. Je pense d'ailleurs que l'appel à l'invitation au débat ne concerne pas que les gens qui protestent, mais aussi les gens qui ont des demandes, tous les Français doivent se qui ont une appréciation différente de la démocratie. Et je voudrais rebondir sur le point qu'a évoqué Eliane tout à l'heure, qui est l'affaire des abrogations. Je suis extrêmement réservé sur cette campagne qui naît, au départ profondément minoritaire, du référendum d'initiative citoyenne, parce que les gens qui promeuvent cette idée disent que c'est un référendum abrogatoire et révocatoire. C'est-à-dire c'est un référendum de destruction. Alors, je vois bien le genre de questions que ces personnes voudraient soumettre au référendum. Oui, mais par exemple, le gouvernement l'a dit, on ne va pas revenir sur la question de l'ISF dans ces débats. Est-ce que ce n'est pas biaisé? C'est pas pareil, ça, parce que ce n'est pas une loi, l'ISF. Oui, hein. oui. Ah, si, c'est une loi de finances. Oui, d'accord, mais c'est une loi de finances, excuse-moi. Pas le même niveau que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais bien que personne ne veut toucher à l'ISF, mais quand même. Impossibilité, et je vais même être plus carré, ce qui est une absurdité, c'est de dire n'importe quel thème, y compris protégé par les droits constitutionnels, peut faire l'objet d'une décision inconsidérée par référendum. Excusez-moi, mais enfin, nous avons quand même sous les yeux le désastre qui se développe au Royaume-Uni à la suite d'un référendum obtenu à 48 contre 51 sur la base d'arguments massivement faux. Ce pays est en train de couler. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays ?
Alors comment on fait, Jean-Raymond Hugonet, pour se protéger justement de ce risque, ce grand débat? Ça ne tourne pas à ce grand déballage, justement, avec certains groupuscules qui peuvent court-circuiter et qui vont mettre en avant certaines revendications sur des droits sociaux. On parlait de l'IVG, du mariage pour tous, encore de la peine de mort, par exemple. C'est pourtant simple. On arrête de faire n'importe quoi et on respecte la Constitution. Et ce n'est pas Alain Richard qui me dira le contraire, il la connaît mieux que moi. Vous ne pouvez pas sérieusement dire à un moment donné « balance ton maire » et sans vergogne, 48 heures après, dire « ah, parce qu'il faut la paix sociale, on va demander aux maires d'organiser les choses. On ne peut pas aller dans l'Eure réunir 700 maires avec des maires voisins ou dans l'Eure. » Emmanuel Macron la semaine prochaine, le 15 janvier. Écrire aux Français, ça, je vous le dis, ce sont des effets de com. C'est trop tard. On sait ce qu'il y a de particulièrement intéressant au Sénat. Vous avez 4 sénateurs différents dans leur sensibilité, respectueux des uns et des autres parce qu'il y a un débat et ici on apprend à débattre. Mais je peux vous garantir que l'ensemble des sénateurs qui représentent les territoires, ils savent, si vous les consultez, ce que les Français demandent. Je dis la même chose de nos collègues parlementaires parce qu'ils ont été élus pour ça. Aujourd'hui, les Français veulent du travail, du pouvoir d'achat, une fiscalité à laquelle on comprenne quelque chose et qui ne soit pas discréditante. Ils demandent aussi peut-être plus de démocratie directe. Là, ils ont l'occasion de prendre la parole et de faire remonter justement... Mais la démocratie directe, calmons-nous, ça fait 18 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous allez lâcher en pâture, comme l'a dit notre collègue Alain Richard, sur des questions que vous allez détourner. Il y a un moment, il faut expliquer les choses aux gens. Il y a 60 ans de la Constitution. Qui connaît la Constitution française? Qui respecte la nation française? Qui a laissé le mot nation aux nationalistes aujourd'hui, qui poussent partout? Ça, c'est une responsabilité politique commune que nous partageons. Et il est là le problème. Les gens ne savent plus pour quelle nation ils travaillent. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que le vouloir vivre collectif? Ils ne le savent plus et ils ne sont plus gouvernés. Il est là le problème. Ce n'est pas un débat qui va résoudre la chose. Vincent Delahaye, est-ce qu'on doit pouvoir parler de tout dans ce débat? Écoutez, moi je vous ai dit ce que je pensais de la concertation. C'est vrai qu'on a l'impression que ce grand débat, il est là pour essayer de résoudre une crise et un manque de dialogue depuis le départ. Une inexpérience totale du président de la République dans la gestion des conflits, parce que c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Parce qu'au niveau local, on sait, on a déjà eu des conflits à gérer, des syndicats avec lesquels il faut discuter et autres. Là, le président de la République a voulu parler directement aux Français. Il s'est cru investi, après les élections présidentielles, d'un mandat complet. Et finalement, on a une absence de dialogue total. Et là, on est en train de faire croire, et c'est très dangereux, je vous dis, c'est très dangereux parce que vous allez faire énormément de déçus. Oui. Monsieur Richard qui dit « oui, les gens vont pouvoir s'exprimer, tout ça », mais vous allez voir les gens, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir, ceux qui vont aller s'exprimer, ils ont l'impression qu'ils vont être entendus et repris. Et on va voir le résultat. Moi, je serais curieux de voir le résultat, surtout si on part dans tous les sens, comme j'ai l'impression qu'on est parti pour le faire. J'ai dit, en tout cas, moi, si je devais être ministre et si j'avais un projet, je le mettrais sur la table et je laisserais tous ceux qui sont intéressés par ce projet s'exprimer pendant 4 mois. Et ensuite, je fais une synthèse et j'explique pourquoi je retiens ça et ça. Ça, c'est de la concertation. Ça, c'est quelque chose qui permet à tout le monde de s'exprimer et de remonter son point de vue. Et aujourd'hui, si on avait de la part du gouvernement une feuille de route en disant, écoutez, voilà ce que j'entends faire et je mets ça sur la table et on en débat tous ensemble, pourquoi pas? Mais je ne vois pas venir ça. Je vois simplement des thèmes et chacun peut aller piocher là où il a envie, dire ce qu'il a envie. Je pense que c'est une mauvaise formule. C'est une mauvaise formule qui risque encore de discréditer les élus, la démocratie dans son ensemble, alors qu'il faut la défendre aujourd'hui. La démocratie, la liberté et bien sûr l'expression publique et l'expression populaire, il faut les défendre aujourd'hui. Elles peuvent être menacées. Elles sont menacées ailleurs dans d'autres pays. Donc il faut qu'on fasse attention et c'est une tâche prioritaire pour nous les élus. Donc attention à la déception. Ça, c'est un risque, effectivement, cette déception à l'issue des synthèses. Eliane Assassi, c'est un risque aussi, peut-être, de laisser cette démocratie directe s'exprimer. Ça peut aussi court-circuiter la démocratie représentative, parlementaire. Non, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre démocratie représentative et démocratie directe. C'est pas antinomique. C'est une exigence profonde. Parce que moi, je veux bien, mais effectivement, aujourd'hui, il y a un certain discrédit jeté sur les élus de quelques formations
formation politique qu'il soit, je rassure tout le monde ici autour de la table. Mais c'est aussi parce que nous avons, pour les uns, du mal à démontrer l'utilité pour nos concitoyennes et concitoyennes d'avoir des représentants et qui soient donc utiles dans leur vie quotidienne. C'est de cela dont il faut parler. Donc moi, je n'oppose pas les deux. C'est d'ailleurs une des propositions que nous avions au Parti communiste français, c'est d'avoir 2 chambres, une Assemblée nationale avec des députés élus à la proportionnelle et une autre chambre où siégerait, pourrait s'appeler le Sénat, bien évidemment, parce que je suis pour le bicamérisme, où siégeraient des élus des collectivités locales et une partie de la société civile, etc. C'est une proposition que l'on porte. On est de la société civile, nous. Parce que, on est de la société mais les civile, députés de la République En Marche, ils sont aussi de la société civile et ça ne marche pas. Ils ne représentent pas le peuple. C'est ce que disent les Gilets jaunes et au-delà des Gilets jaunes. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut changer. Parce que moi, après, je suis favorable au débat national. Mais si on reste dans le cadre des institutions qui sont les nôtres aujourd'hui, ça ne marchera pas. Parce que nos institutions sont malades. Et ça fait longtemps que nous disons, mais pas que ma formation politique, que nos institutions sont malades. Et on continue, donc on va faire un débat national dont on ne connaît pas la finalité, et j'ai dit moi-même qu'on allait s'y investir, mais on ne connaît pas sa finalité, mais dans un cadre... La finalité, c'est répondre aux attentes des Français, les associer ça, on nous l'a dit aussi, répondre aux aspirations, etc. Ça, c'est un langage de bois, si je peux me permettre, c'est pas vous. Je précise, un langage de bois en général, mais c'est quoi la finalité? Qui va prendre la décision d'inscrire telle ou telle mesure dans une loi, de la présenter au Parlement? Qui va le faire? Qui va le faire? Les mêmes aujourd'hui qui nous dirigent dans le cadre institutionnel. Cette question de la restitution des synthèses de tout ce qui va sortir de ces débats. Je rappelle que les consultations auront lieu du 15 janvier au 15 mars. Est-ce que ça peut être apolitique, cette restitution? Pas du tout. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'étais gêné par les propos de Mme Joanneau, qui, à mon avis, avait une façon de déborder de la mission qui lui avait été confiée. Enfin, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit dans la situation d'aujourd'hui. Et c'est un dialogue politique d'un gouvernement, un président, un gouvernement et d'une majorité politique qui gardent leur légitimité, qui gardent leur rôle et qui ont besoin, à mon avis, de laisser remonter des doléances, des demandes, des critiques pour poursuivre leur action en tenant mieux compte de ce que sont aujourd'hui les attentes et les crispations de la société. Donc le choix qui sera fait à l'issue, et je rejoins tout à fait Éliane Assassi, mais avec évidemment une appréciation différente, le choix qui sera fait au terme de tout ça, ce sera un choix politique qui sera celui du gouvernement. Et puis ensuite, il y a donc ça risque forcément de faire des déçus, Alain Richard, on voit bien la critique. Il y a des rendez-vous électoraux, ça s'appelle. Donc, on verra bien. Ça tombe bien, on a un rendez-vous électoral dans 4 mois. On verra bien. En fin mai, au moment des élections européennes, qui, par rapport aux résultats des élections présidentielles, reçoit éventuellement une sanction, reçoit une approbation, se stabilise. Ensuite, il y aura des élections locales, et puis on s'approchera de la fin du terme, et donc d'un nouveau rendez-vous électoral. Donc, moi, je suis très réservé vis-à-vis des procédures référendaires, parce qu'elles travestissent, en tout cas, elles caricaturent les choix en choix pour, contre, sur des sujets dont on ne voit pas les conséquences. Écoutez, vous faites un référendum pour savoir si on met le SMIC à 1 600 €. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui voteront contre? Et les conséquences économiques, on regarde après. N'est-ce pas? Donc, ou bien on fixe un cadre assez contraignant de rationalisation de ces choix par référendum, auquel cas tout le monde protestera en disant c'est pas un vrai référendum, ou bien ça aboutira à des questions caricaturales. Il me semble que d'avoir une respiration démocratique dans laquelle les citoyens s'expriment à leur façon, de façon plus ou moins spontanée ou au contraire groupée, et puis qu'ensuite les responsables politiques prennent leurs décisions, ça ne me paraît pas être une mauvaise façon de faire marcher une démocratie. Jean-Raymond Hugonet. Alors, où j'ai la mémoire qui flanche, où je me souviens plus très bien, comme disait la chanson, mais avant d'être élu, Emmanuel Macron, à grand renfort de com, nous a fait le coup de « on est descendu, la France, on l'a reconnue, nous, on est allé la voir ». Donc il sait ce qu'on lui a dit 18 mois avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'échec d'un président de la République et de son gouvernement, après 2 échecs successifs. Je veux dire juste une chose, à Éliane Assassi, avec énormément de respect. Ce ne sont pas nos institutions qui sont malades. Elles tiennent le pays depuis 60 ans. Ce sont les gens qui l'utilisent. À chaque fois qu'on y a touché,
c'était pour faire une bêtise ces dernières années. La dernière en date était le quinquennat qui a... Ce ne sont pas des légaux. C'était le président Chirac, Ah, c'est Chirac, hein, oui. Et alors, Chirac, et alors, Jospin, ouais. cher monsieur, je suis heureux de siéger au groupe Les Républicains. Je suis moi-même non inscrit à un parti politique. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui nous regardent n'en ont rien à faire, avec énormément de respect pour nos sensibilités. Nous discutons. Quand on n'est pas du même avis, on discute, on confronte. Et heureusement, nous avons des personnages qui connaissent bien avec cette finesse, et vous le savez bien. Mais clairement, aujourd'hui, les Français ils n'attendent pas ça. Et ce ne sont pas les institutions, je le répète, heureusement qu'elles sont là. Ça fait 60 ans qu'elles permettent à ce pays de ne pas être totalement explosé. Ce sont les hommes politiques et les femmes politiques qui s'en servent à des fins. Je vous dis juste une chose. Vous parliez tout à l'heure, le réflexe économique, on sait le compter pour dire « Ah ben il ne faut pas hausser le SMIC parce que ça a des conséquences économiques ». Depuis 40 ans, les hommes politiques qui dirigent ce pays ont envoyé le pays dans le mur parce que nous avons 98 milliards de déficit, 2320 milliards de dettes et que les mêmes obligent les communes à avoir des budgets en équilibre alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Partie, ces questions c'est ça le problème, Vincent et Delay, pas autre chose. On est bientôt au terme, nous, de ce débat dans Sénat 360. Je voudrais revenir sur cette question de la démocratie directe contre la démocratie représentative. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que l'une vienne court-circuiter l'autre ? Il peut y avoir un risque. En tout cas, moi, j'ai la conception d'un élu de terrain, de quelqu'un qui est en contact avec la population, avec les citoyens, qui doit monter les aspirations des citoyens et qui, en même temps, doit leur montrer une voie, en tout cas leur proposer un projet. Pour moi, c'est ça, être élu. Être élu, et c'est de la concertation permanente, c'est pas de la concertation pendant 2 mois, un grand débat national, et puis après, on s'en fout, entre guillemets. Ou alors, on s'en est fichu depuis le début, et puis... Donc, c'est pas du tout ma conception de l'élu. Et je pense que si on reprend vraiment ce que doit être un vrai élu, et d'ailleurs ce que devrait faire aussi le gouvernement est là aussi pour dialoguer avec les citoyens. Il n'est pas là pour être dans son coin et faire des propositions et dire on déroule le programme comme si de rien n'était, entre guillemets, mais toujours être à l'écoute. Parce que le peuple, il change de temps en temps, et nous, on peut changer d'avis. Le peuple, il peut changer d'avis, et on doit toujours être en contact et garder le pouls, et du coup pouvoir s'adapter. Et je pense que dans ces cas-là, on s'éviterait un grand débat national comme on est en train de le faire et qui risque d'apporter beaucoup de déceptions. Merci Vincent Delay, merci à vous Éliane Assassi, merci Alain Richard, merci Jean-Raymond Hugonet. La fiscalité fera partie des thèmes de ce grand débat. Et il y a aujourd'hui cette question autour de la suppression de la taxe d'habitation que vous connaissez bien, Alain Richard. Il y a des interrogations qui persistent. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin justement sur ce sujet, le ministre des Comptes publics. Il a confirmé, lui, qu'il était favorable à une suppression totale. On l'écoute. Je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation, qui est un impôt idiot. Je crois que les gens qui touchent 2 501 € ne sont pas riches, même s'ils font partie des 20% des contribuables qui sont statistiquement les plus aisés. Mais pour bien connaître la vie des Français, me semble-t-il, en étant élu local, je sais qu'ils ne sont pas riches. Donc le président de la République a évoqué les choses, il a dit que ce serait dans le débat, c'est une très bonne chose. Ça ne retire en rien le fait que nous continuons à supprimer pour beaucoup de Français la taxe d'habitation chaque année. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qu'on continuera à faire cette année. Mon avis personnel, c'est qu'il faut supprimer la taxe d'habitation pour les classes moyennes, à l'exception peut-être des plus fortunés des contribuables. Et puis on l'a appris cet après-midi, Alexandre Benalla a bien restitué ses passeports diplomatiques aux enquêteurs. Il cherche, vous le savez, à déterminer l'utilisation faite par l'ancien conseiller de l'Élysée de ces documents au cœur d'une nouvelle controverse embarrassante pour l'exécutif qui a éclaté fin décembre. On continue les réactions dans Sénat 360 avec vous, Alexandre Poussard, toujours en direct de la salle des conférences avec le sénateur En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. C'est à vous. Oui, André Gattolin, est-ce que vous êtes inquiet à 6 jours de ce grand débat national, alors que Chantal Joanneau, qui pilotait ce débat, a abandonné ? Je regrette la décision de Chantal Joanneau. En même temps, je la comprends. Bon, c'est quelqu'un d'une très grande qualité. On l'a connue comme collègue sénatrice ici. Elle a officié en tant que présidente de la commission du débat public sur la question des consultations citoyennes. Le rapport qui a été rendu est d'une très très grande qualité. Mais c'est vrai qu'elle était mise dans une situation tout à fait paradoxale. Elle ne voulait pas que justement ce débat public tourne uniquement autour de la question de sa rémunération. Après, inquiet, je pense que
nous avons encore quelques jours pour trouver d'autres personnes pour piloter. La structure de la commission du débat public est là justement pour aider à la logistique de ce type de choses. Donc dans une semaine, nous aurons une solution au moment de l'annonce et du lancement de cette consultation. Alors Édouard Philippe a annoncé cet après-midi que certaines réformes allaient être retardées du fait de ce grand débat national. Est-ce que l'action de l'exécutif est un peu freinée, paralysée par ce grand débat? Alors il y a tout un tas de textes qui sont en cours. Moi je ne vous cache pas que sur au moins 2 textes, j'ai rencontré des ministres ou des cabinets ministériels où les textes sont prêts et on nous dit il faut quand même qu'on réfléchisse encore et qu'on intègre la nouvelle donne, le nouveau questionnement, c'est-à-dire qu'on soit aussi dans une proposition législative qui fasse sens politiquement par rapport aux enjeux du débat actuel. Donc oui, il y a des adaptations, des transformations, il y aura toujours un rythme soutenu de réforme, mais elles ne vont pas tomber du ciel comme ça, déconnectées de la réalité actuelle. Alors justement, dans ce cadre de ce grand débat national, vous faites partie du parti La République En Marche et vous consultez les membres, les militants de ce parti autour de ce grand débat. Qu'est-ce que vous ressentez là au début? Alors on vient de mettre en place, moi je fais partie, il y a 4 grands thèmes. Moi je travaille sur le thème de l'organisation de l'État et des services publics, qui est effectivement essentiel au regard du débat et des enjeux actuels. On s'est réunis pour la première fois ce matin avec des élus, aussi des parlementaires, des élus locaux, et on commence à auditionner des responsables d'entreprises, des acteurs, pour qu'au sein d'En Marche, le débat aussi se mette en œuvre, c'est-à-dire qu'on réactive finalement cette base qui avait joué un rôle essentiel dans la définition du projet du président sur la manière et la façon de penser la réforme par rapport aux enjeux qu'on a tout récents, de demande de plus de démocratie, de plus de transparence, de plus d'efficacité et de proximité. On ne fait pas des lois pour faire des lois, on fait des lois pour des gens. Il faut remettre le public et les gens au cœur de l'action politique et législative. Et finalement, ce que vous disent les militants d'En Marche, c'est que le gouvernement n'a pas été assez proche des citoyens dans ce début de quinquennat? Disons qu'il y a eu une vraie satisfaction de la part des militants parce qu'il y avait une volonté de réforme et beaucoup de réformes à mettre en œuvre. Donc on a engagé énormément de choses, mais c'est vrai qu'en engageant une multitude de réformes, on n'a pas pris toujours le temps, je dirais, la rigueur de se retourner vers, pas seulement les militants, mais vers les gens du quotidien, pour que tout ça, ça fonctionne et ça fasse sens. Donc les militants veulent effectivement donner leur vision, ils ont un contact, ils ont une réalité, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas tous des cadres ou des dirigeants, il y a des simples personnes, et eux aussi, comme les restes des citoyens, veulent participer au débat national et influer sur les choix. Très bien, merci André Gattolin d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre Poussard et Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre et en charge des relations avec le Parlement et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Marc Fesneau, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Ce grand débat national, le Premier ministre dit « nous y croyons ». Est-ce que vous pensez que tous les ministres partagent son enthousiasme? Absolument, je pense que c'est... On en a parlé ce matin au Conseil des ministres, et la volonté que nous avons, c'est de faire de ce moment du débat national un moment de dialogue, d'échange, et aussi un moment de propositions qui seront faites par ceux qui participeront à ce débat, ce qui me donne l'occasion de dire qu'il faut que le plus grand nombre de Français puissent y participer. Vous lancez un appel pour exprimer, pas un appel, mais je pense que ça serait bien, chacun est libre de venir ou de ne pas venir au débat, mais je pense que c'est bien sous les différentes formes qui seront proposées, d'ailleurs c'est la volonté du Premier ministre, de faire en sorte que différents formats soient proposés pour que chacun se sente à l'aise dans le moment qu'on vit pour exprimer ce qu'il a à dire sur les sujets qui sont ouverts dans le cadre de ce débat et pour faire en sorte que nous puissions, sur un certain nombre de textes qui viendront ensuite, qui seront la conséquence pour certains d'entre eux et pour d'autres qui sont des textes que nous avons déjà, si je peux dire, dans les tuyaux, mais qui permettront d'être amendés, amodiés, en fonction de ce qui pourra être dit lors du débat. Oui, est-ce que les conditions sont toujours réunies, après le départ notamment de Chantal Joanneau pour la tenue de ce débat? Je ne crois pas que l'affaire du débat soit une affaire de personne. C'est une affaire de Français et de citoyens français qui peuvent se saisir dans leur mairie et compte beaucoup sur les maires. Moi, j'ai été maire pendant quasiment 10 ans et je sais la sensibilité qui est celle des maires, qui est la nôtre, je continue à le dire comme ça,
de dialogue avec les citoyens permanents sur les sujets locaux, mais globalement, ils sont en confrontation permanente avec ce que sont les difficultés des citoyens. Ils sont prêts à jouer le jeu je de crois, ce grand je débat, crois les qu'ils sont élus. pour beaucoup, j'ai rencontré le président des maires ruraux très récemment, et je crois qu'ils sont pour beaucoup avec l'envie de faire en sorte que ce soit un moment de dialogue territorial. Nous avons les uns et les autres souhaité que ce dialogue soit territorial, soit pas national, soit pas sur de forme de grand-messe uniquement, mais aussi la capacité, territoire par territoire, de pouvoir exprimer ce que disent les Français, que de tout cela, nous puissions faire une synthèse. Et donc, il y a une volonté, et donc... pour répondre à votre question, Chantal Joanneau a fait le choix qu'elle a fait pour les raisons que vous connaissez. En même temps, il y a des outils qui sont en place, qui sont en train d'être finalisés pour le début de la semaine prochaine, qui permettront à ceux qui veulent organiser les débats de disposer d'un certain nombre d'éléments factuels, de pouvoir en faire une restitution, parce qu'il faut avoir des éléments factuels, savoir sur quoi on peut essayer d'interroger les Français, savoir ce qu'ils en pensent, et puis qu'on puisse avoir une restitution, parce qu'il faut que tout ça puisse être restituable. Il y a 4 grands thèmes. Est-ce qu'on pourra néanmoins aborder tous les sujets? Je veux dire, de toute façon, quand il se passe un débat, vous n'empêchez pas quelqu'un... Je ne vois pas quelqu'un dans une salle dire ça n'est pas l'objet des thèmes qui sont interrogés. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les 4 thèmes qui nous semblent ouverts, qui sont quand même des thèmes assez généraux. La démocratie, c'est un thème, me semble-t-il, assez général. La question de la fiscalité, c'est un thème assez général. La question de la transition écologique, c'est un terme assez général, etc., etc. Donc il faut que la parole soit libre et en même temps, on ne refait pas l'élection. Au texte en vigueur, ça c'est une promesse faite par le gouvernement. Il y a des textes qui ont été votés, puis il y a des textes qui vont venir devant le Parlement. Alors il y a 2 séries de textes. Il y a ceux qui ont déjà connu une première lecture à l'Assemblée ou au Sénat. Et donc il n'y a pas motif d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas sur le cœur du sujet sur lequel nous souhaitons interroger les Français. Il n'y a pas mesure à délayer, si je peux dire. Et donc je pense au texte justice, je pense au projet de loi Pacte. Il y a une certaine urgence sur Pacte par exemple parce que c'est des mesures qui sont de nature à aider les entreprises et à aider aussi les Français en termes de pouvoir d'achat, puisqu'il y a la participation et l'intéressement dans les PME en particulier. Et puis il y a d'autres textes qui viennent ensuite, mais qui devront, pour un certain nombre d'entre eux, pouvoir tenir compte de ce qui s'est dit dans les débats. Je pense à la réforme institutionnelle. Nous avons fait le choix sciemment de ne pas l'inscrire à l'ordre du jour à la rentrée du mois de janvier et de faire en sorte que nous puissions tenir compte de ce qui sera dit au débat. Donc il y a un certain nombre de textes, et c'est bien la preuve de notre volonté de tenir compte de ce qui sera dit dans les débats. Un certain nombre de textes doivent pouvoir tenir compte de ce qui aura été dit par les Français. Alors justement, puisque ça aura un impact sur le calendrier parlementaire, vous venez de l'évoquer, je vous propose d'écouter Édouard Philippe qui s'est exprimé tout à l'heure, le Premier ministre, à l'issue de ce séminaire gouvernemental. Nous affirmons clairement notre volonté de tenir compte de tout ce qui aura été dit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris la décision de reporter l'examen au Parlement de sujets sur lesquels nous savons qu'il nous faudra avancer. C'est le cas s'agissant de la réforme institutionnelle, puisque nous avons considéré qu'il n'y avait pas de sens à discuter au Parlement de cette réforme institutionnelle avant que les Français se soient exprimés au moment du débat et avant que nous ayons pu prendre en compte ce qu'ils diront, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, s'agissant du fonctionnement des institutions et de la démocratie dans notre pays. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons reporté l'examen d'un certain nombre d'autres textes, les textes sur l'organisation territoriale. Vous savez que depuis longtemps, désormais, nous discutons avec un certain nombre d'élus ou d'associations d'élus, notamment du développement d'un certain nombre de métropoles. Eh bien, nous avons décidé que cette question-là, il fallait attendre les résultats du débat pour pouvoir l'évoquer devant le Parlement. Nous avons également, en bonne intelligence avec le président du Sénat, reporté d'1 mois l'examen de la loi d'orientation sur les mobilités, qui, elle, avait fait l'objet d'une très grande concertation, mais qui nous a semblé plus juste et plus légitime de reporter afin, là encore, de prendre en compte et d'y intégrer, au cours du débat parlementaire, ce qui se sera dit pendant le débat. Marc Fesneau, on vient d'entendre le Premier ministre sur un premier point qui concerne la réforme institutionnelle. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne passera plus par un examen au Parlement? Ça va uniquement se faire par un référendum? Non, mais il y a 2 choses. La réforme institutionnelle, c'est à la fois une réforme constitutionnelle et puis des éléments qui sont plus institutionnels. Et donc, les 2 voies peuvent être ouvertes, si je peux dire. On verra bien ce qui est issu du débat. Ce n'est pas à nous de préempter, de dire on passe par le référendum, on passe par la voie parlementaire. Il y a des sujets qui ne peuvent passer que par la voie parlementaire. La révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, elle ne peut passer que par la voie parlementaire. Et donc, il y a un dialogue à avoir entre l'Assemblée et le Sénat. Et je pense qu'il devrait être le produit aussi, et je pense qu'il sera fructueux, et je pense qu'il devrait être le produit du dialogue qu'il y aura eu dans les territoires. Puis il y a d'autres sujets institutionnels, la réduction du nombre de parlementaires, le cumul dans le temps, reconnaissance du vote blanc, la reconnaissance du vote blanc, qui sont des éléments qui ne relèvent pas de la Constitution pour un certain nombre d'entre eux, et qui donc peuvent être soumis aussi à référendum. Nous verrons bien. C'est pas à nous de dire et d'imposer. Non, mais c'est pas la question d'arrêter. Certains s'expriment sur la possibilité d'un référendum, et notamment le jour des élections européennes fin mai. Qui comprendrait
que nous allions au débat en disant, voilà, nous avons décidé que nous allions solliciter la voix des Français sur tel et tel sujet, sans que nous sachions d'abord les sujets sur lesquels les Français souhaitent être interrogés, et sans que nous sachions le cadre dans lequel nous voulons le faire. Je pense qu'il faut se donner le temps, mais les possibilités sont ouvertes. Oui, bien sûr, les possibilités sont ouvertes. Avec la tenue d'un référendum, éventuellement, est-ce que vous seriez favorable à ce que ça se fasse le même jour que les Moi, je pense qu'il y a une élections question politique. La question, peut-être, il y a deux sujets. Le sujet des européennes est un sujet suffisamment éminent pour qu'on puisse avoir envie de nourrir le débat européen autour du sujet européen. Le débat institutionnel est un peu délié, si je peux me permettre de dire ça comme ça, pour ne pas dire complètement délié de la question institutionnelle. Et par ailleurs, il y a des questions de temporalité. Le grand débat va se dérouler jusqu'au 1er avril. Ça veut dire qu'on ne pourrait, en tant que tel, poser des questions institutionnelles au travers des référendums que début avril. Vous voyez le délai qui serait celui même d'une campagne autour du référendum. Il faut regarder, mais je veux dire, il ne faut pas se bousculer. Il faut prendre le temps de débattre et de dialoguer avec les Français. Et après, il y a toute une panoplie d'outils référendaires ou des outils parlementaires pour faire en sorte que nous puissions les saisir au travers de leurs représentants ou directement sur un certain nombre de sujets. Mais le gouvernement est toujours attaché à cette réforme. Ah oui, le gouvernement est absolument, plus que jamais attaché à cette réforme, parce que ce qu'on a vu apparaître aussi dans ce mouvement, et au-delà de ce mouvement, dans ce qui était ce que nous avions porté finalement lors de l'élection présidentielle, parce que finalement un certain nombre d'éléments étaient déjà sur la table, c'est la volonté de transformer notre démocratie et de la rendre plus moderne, avec un Parlement qui soit plus fort, avec des citoyens qui puissent mieux se saisir des questions, parce que c'est légitime, et dans une démocratie moderne, il faut pouvoir le faire. Puis un dernier sujet, et ça évoque aussi le Premier ministre, c'est la question de la différenciation territoriale, là c'était plutôt d'ordre constitutionnel, qui permettent aux territoires d'adapter leur travail à la réalité qu'ils vivent. Personne ne comprend qu'on puisse avoir des choses complètement normées d'un territoire à un autre, des Hauts-de-Seine à la Creuse, alors qu'on voit bien que la situation des Hauts-de-Seine et les difficultés des Hauts-de-Seine ne sont pas les difficultés de la Creuse. Et donc tout ça, il faudra le mettre sur la table. Des réformes sont reportées, Édouard Philippe l'a également rappelé, par exemple la loi mobilité. Alors quel calendrier parlementaire pour le Sénat Le Premier ministre l'a dit, en dialogue avec le Sénat comme c'est normal. Le texte devait d'abord venir au Sénat, il nous avait semblé que ce n'était pas inutile que le Sénat puisse se saisir de ces questions, puisque c'est une question éminemment territoriale. Là aussi, il n'est pas illogique, alors qu'on va saisir les citoyens de la question des services publics, de la question des mobilités, que peut-être le texte sur les mobilités bénéficie, si je peux dire, d'un petit report. C'est un report d'un mois. Un petit report, puisque après le 15 mars, on sait aussi qu'il y aura bien cette échéance européenne. Tout ne s'arrête pas pour l'échéance européenne. La loi d'orientation des mobilités, elle est déliée de la question européenne. Et ce que montre aussi la déclaration du Premier ministre et ce qui s'est dit aussi au Conseil des ministres, c'est la volonté d'avancer. Moi, je n'ai pas entendu dans le mouvement qui s'est exprimé la volonté que rien ne change dans le pays. J'ai plutôt entendu l'inverse. Et donc, notre responsabilité, c'est dans le dialogue que nous allons avoir avec les Français, nous puissions tenir compte de ce qui a pu être mal perçu, de ce qui a pu être mal compris de ce qu'attendaient les Français, pour l'intégrer dans un certain nombre de textes, mais ne pas renoncer à l'idée que nous avons. Il y a besoin de modifier un certain nombre de choses sur les mobilités pour que les collectivités locales en particulier puissent se saisir plus facilement de ces questions-là. Et donc, c'est très bien qu'on se donne un peu de temps, et en même temps qu'on se donne un peu de temps pour quoi faire, pour pouvoir intégrer ce qui sera dit au grand débat. J'ajoute que sur la loi d'orientation des mobilités, il y a déjà un grand travail qui a été fait, un gros travail qui a été fait avec les collectivités locales et leurs représentants. Mais cette volonté d'avancer que vous venez de citer, est-ce qu'elle n'est pas entravée, notamment sur les questions sociales? Est-ce que le gouvernement va pouvoir continuer à mener des réformes? On parle de la réforme des retraites, de l'assurance chômage, de la même façon. Mais il y a un processus qui est à l'œuvre. Sur la réforme des retraites, c'est Jean-Paul Delevoye qui conduit les choses avec un grand esprit de dialogue et de responsabilité qu'il caractérise. On voit bien que c'est un sujet ultra sensible. Marc Fesneau avec ça n'est pas parce que c'est un sujet extra sensible ou ultra sensible qu'il faut pour autant renoncer. Il y a besoin d'une réforme des retraites pour la rendre plus juste. Il y a des systèmes de retraite un système de retraite qui n'est pas juste pour un certain nombre de Français. On veut que cette réforme puisse avoir lieu avec un esprit de justice. Le travail continue avec Jean-Paul Delevoye. Sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux sont saisis d'une feuille de route dans laquelle il leur est proposé de se mettre d'accord pour une réforme. Et puis après, on se saisira de la question en fonction de ce qui se sera dit, du dialogue qu'il y a avec eux. Donc il n'y a pas de raison. Les partenaires sociaux ont aussi envie d'avancer, je crois, sur cette question de l'assurance chômage. Donc il n'y a pas de raison non plus de ne pas le faire, alors qu'il y a un besoin aussi de réformer l'assurance chômage. Vous pensez que la fin du quinquennat va pouvoir se poursuivre comme avant, malgré tout? Non, mais ce n'est pas la question du comme avant. Le mouvement qu'on a vécu, vous voyez bien que la question du grand débat national... Il n'est pas fini, ce mouvement, on voit bien. Non, mais vous ne m'avez pas entendu le mettre au passé. Vous voyez bien que le mouvement qu'on a vécu depuis le mois de novembre est un mouvement qui interroge sur, d'abord, la cohésion nationale, deux, sur le sens que nous donnons à la démocratie, la volonté que nous avons de faire avancer collectivement la démocratie, et donc il y a besoin de s'interroger. Ce n'est pas comme avant. Mais la question, c'est, il ne faut pas que comme avant, si je peux dire, on soit dans une incapacité à réformer le pays, parce que ce dont on souffre depuis 30 ans, et ce qui est aussi le produit de cette crise,
cette crise est le produit aussi d'un certain nombre de réformes qui n'ont pas été faites sur les services publics, sur les retraites, etc. Donc les réformes iront il y a à leur besoin. terme. Non, mais c'est pas les réformes iront à leur terme comme à mener les choses. Il faut qu'on tienne compte de ce que disent les Français et en même temps il faut qu'on avance. Eh bien, merci beaucoup Marc Fesneau. Merci d'avoir été l'invité de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 16h30. Bonne soirée à tous.